Eh bien, vous savez tous, je ne peux pas en faire mystère que notre bonheur collectif tend doucement vers sa fin. Je ne dirais pas que nous ne sommes pas chagrins, mais c'est un chagrin qui va être éclairé tout à l'heure, assurément par l'annonce du sujet de l'année prochaine, selon notre rituel, que je ne laisse pas d'espérer pouvoir vous dire. Et auparavant, nous allons avoir la conférence de clôture. Je vais présenter notre illustre conférencière, mais il me revient, selon un autre rituel, de dire à Florence Tamagne combien nous sommes contents que le jury, l'équipe de ces rencontres ait choisi de vous célébrer, et de célébrer un très beau livre dont la couverture s'affiche derrière moi, Le crime du palace. Vous avez déjà été honoré par plusieurs jurys qui vous avaient marqué leur considération, leur affection, l'intérêt qu'ils avaient pris à la lecture de cet ouvrage. C'est un très beau livre que je vous recommande, qui est à la fois très riche d'émotions et très riche de signification. Nous sommes à la fin de septembre 1933 et l'on retrouve un entrepreneur de spectacle à moitié nu, enveloppé dans un tapis. C'est vous qui le racontez, c'est pas moi. Et assassiné dans son bureau du palace. Et cela, évidemment, crée quelque émotion, pas seulement dans la petite presse et dans la presse à scandale, mais vous êtes là, c'est vous saisissant de cet événement, chère Florence, au cœur d'une historiographie récente qui s'intéresse beaucoup à des moments qu'on peut appeler spasmodiques, sans être trop sinistre, un moment où tout à coup survient quelque chose d'inattendu, de sidérant au sens propre. Vous considérez, sans être vous-même sidéré, ce qui est arrivé, et puis vous en tirez progressivement toutes sortes d'informations en faisant une restitution des forces profondes qui ont pu aboutir à ce moment-là. En particulier, les rapports dans le monde de l'homosexualité, puisque c'est une personnalité qui, à cet égard, figure dans cet univers-là. Du point de vue de ses rapports avec la politique aussi, il a des relations avec le radicalisme municipal. Du point de vue de tout un univers de la nuit, c'est un livre qui pourrait apparaître comme noir, mais votre talent l'éclaire progressivement par l'efficacité de votre compréhension de ce qui s'est passé. Bref, je ne vous dis pas, je suis obligé de vous dire comment ça s'est terminé, puisque ça commence par le crime. Mais je n'en dirai pas davantage, sinon pour vous dire, chère Florence, à quel point je suis heureux de vous remettre, ça n'a pas grande importance, mais c'est tout de même un chèque, et un diplôme qui aura évidemment pour vous beaucoup plus de prix. Vous pourrez l'entourer d'un cadre ad hoc et l'afficher où vous voudrez. Merci. Je suis vraiment très heureux de vous célébrer. Merci beaucoup, merci cher Jean-Noël, merci Francis Chevrier, merci au président des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, au comité scientifique, au jury du prix Augustin Thierry. C'est un véritable honneur, surtout que ce prix a été auparavant décerné à des historiens de grand renom. Et en effet, comme vous l'avez suggéré, il s'agit d'un simple fait divers à la base, un fait divers qui a quand même fait la une des journaux pendant près de 2 ans, entre 1933 et 1935, qui ensuite a été totalement oublié des mémoires. Et je salue à cette occasion mon éditeur Payot et notamment Christophe Guillas, qui a bien voulu me faire confiance quand je lui ai parlé de ce projet, qui n'avait rien d'évident, qui a mis un peu de temps aussi à voir le jour quand je lui ai parlé d'une affaire de mœurs homosexuelles dans le Paris des années folles. C'était pas forcément évident d'imaginer que cela pouvait faire un livre à succès, encore moins un livre récompensé. De ce point de vue-là, je voudrais quand même remercier les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, justement de décerner un prix à un livre qui s'inscrit dans l'histoire du genre et des sexualités, et en particulier l'histoire de l'homosexualité, parce que je trouve que c'est un signe fort pour tous les historiens, les historiennes qui travaillent dans ce champ, aussi pour tous les étudiants qui se passionnent pour ces problématiques et qui sont parfois bloqués dans leur volonté de trouver un sujet de mémoire. J'avais eu l'occasion pendant plusieurs années, pendant 5 ans, avec Éric Fassin, d'animer ici un cycle qui s'appelait Sexualité minoritaire, qui avait eu un grand succès, et je trouve que c'est un beau prolongement.
Alors on me pardonnera d'avoir une dernière pensée pour le personnage central de mon livre, la victime, Oscar Dufresne, ce fils d'ouvrier lillois qui, grâce à son talent, à son entre-gens, à son sens de la débrouille sans doute aussi, a réussi à grimper les échelons, à devenir un roi de la nuit parisienne, conseiller municipal de Paris. Il a échoué de peu à les députations. Il avait un grand sens de la publicité, il adorait être sous les feux de la rampe, et après tant de décennies d'oubli, même si ce n'est pas le Casino de Paris, je pense qu'il aurait grand plaisir à être ainsi célébré à la Halle aux Grains, et lui qui était un très bon vivant aurait adoré être reçu à Blois. Merci beaucoup à tous. Il me revient donc maintenant, selon notre rituel, d'accueillir celle qui a bien voulu prononcer ce soir la conférence de clôture, Faouzia Charfi. Je peux témoigner que dès que votre nom, c'est tellement évident que nous ne rappelons pas qui en a eu l'idée, est passé dans les délibérations de notre conseil scientifique, qu'aussitôt un consensus s'est fait pour dire si elle acceptait de venir, quel bonheur ce serait. Car vous avez, madame, une situation particulière dans la considération de vos concitoyens tunisiens, je peux le dire aussi, de toute la communauté scientifique française, de tous ceux qui en France ont le privilège de vous connaître. Vous avez joué, et peut-être vous souhaiterez-vous, et en tout cas j'y incline, vous avez joué un rôle essentiel à côté de votre époux, Mohamed Charfi, qui était juriste, vous êtes scientifique, qui était juriste, et avec vous, votre couple a joué un rôle fondamental dans la réflexion, dans le combat pour les droits de l'homme dans notre très chère Tunisie. Vous avez, après la révolution de 2011, occupé des fonctions gouvernementales du côté de l'éducation nationale, à quoi vous préparez bien sûr votre carrière de professeur d'université. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite, je crois, de l'université de Tunis. Votre œuvre considérable comme physicienne, spécialiste des semi-conducteurs. Si vous le souhaitez, je vais vous expliquer un peu en détail de quoi il s'agit. Non, enfin, à vrai dire, je veux vous laisser du temps vous-même pour parler. Donc je ne le ferai pas, mais vous comprendrez bien que c'est pure modestie de ma part. Les semi-conducteurs, et donc vous êtes une personnalité scientifique reconnue. Mohamed Charfi était, lui, je le disais, un juriste. Et il était à un moment donné, à une période brièvement libérale du gouvernement Ben Ali, ministre également de l'Éducation nationale. Vous avez publié un manifeste qui reste célèbre dans les annales de la défense et illustration de la liberté en Tunisie. D'une certaine façon, il a été un des auteurs, même s'il a prématurément disparu, de ce qui s'est passé de magnifiquement libre à partir de 2011. Et vous incarnez devant nous tous ce soir cela de très belle façon, ce qui appelle la considération, le respect. Permettez-moi de vous le dire, nous connaissons un peu mieux depuis 3 jours, l'affection. Vous êtes aussi une personnalité qui a beaucoup réfléchi aux relations entre la foi et la science. Et nous avons vu, nous tous ici rassemblés, à quel point c'était une thématique qui a parcouru un grand nombre de nos débats. Nous l'évoquions dès le début de nos rencontres. C'est il y a très longtemps, c'était vendredi dernier au matin. Tant de choses sont passées depuis. Vous avez en particulier publié un livre qui a été très remarqué, qui s'appelle « La science voilée », qui évoque bien sûr le titre en lui-même suffit à le dire, toutes ces questions si prégnante aujourd'hui de la compatibilité entre les droits de l'homme et l'islam, et peut-être au-delà de l'islam, avec toutes les religions monothéistes, qui chacune à son tour a connu et a provoqué ce type de conflit avec le libre exercice de la pensée, avec en somme ce qui fait le fond d'une certaine conception du civisme. Alors voilà, je ne vais pas développer cela parce que tout le monde est très très impatient de vous entendre, mais je tenais au nom de tous, et je sens bien que je me fais l'interprète vraiment de tout ce magnifique public que nous aimons tant, de vous dire que nous sommes heureux et fiers, dans un moment, madame, de vous entendre.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci au Conseil scientifique qui m'a proposé de donner cette conférence de clôture. Merci à Jean-Noël Jeanneney d'avoir rappelé cette vie de combat. Effectivement, c'est toujours émouvant pour moi. Excusez-moi, mais oui, d'être avec vous ce soir et que voilà, le combat qu'a mené mon mari est toujours présent et ça me touche énormément. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis très heureuse depuis quelques jours ici à Blois et je voudrais remercier Francis Chevrier, directeur des Rendez-vous de l'Histoire, Antoine Favron, qui m'ont accueilli. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Valérie Hanin et mon amie Anouchka Vazak, membres du Conseil scientifique, qui connaissent bien le combat qu'a mené mon mari, le combat mené par les intellectuels modernistes tunisiens. Alors je disais tout à l'heure, j'ai énormément de plaisir à être ici avec vous dans ces rendez-vous de l'histoire, dans cette ville de Blois et dans un cadre magique de ces rendez-vous de l'histoire. Et je voudrais également remercier M. Marc Gricourt, maire de Blois, et Christophe Degruel, président d'Agropolis, avec qui j'ai échangé, et de me donner donc l'occasion ce soir de vous parler d'une question qui nous préoccupe depuis bien longtemps, on va dire depuis les années 1970, c'est la question de l'autonomie de la pensée et la question du discours actuel, du discours religieux contemporain. Alors, c'est dans le cadre de ce 20e rendez-vous de l'histoire qui a mis à l'honneur la science, son histoire, celle des avancées scientifiques, de ceux qui ont contribué que je vous en parle. L'histoire de la science nous éclaire sur le travail souvent solitaire des savants, de leur persévérance, de leur résistance aux attaques dont ils ont été l'objet, de leur enthousiasme, également par rapport au bonheur que leur procure la découverte. Et Cédric Villani nous a fait part un peu de ces grands moments qu'ont vécu les scientifiques. Alors, les scientifiques laissent un héritage culturel d'une grande richesse, mais cet héritage est le fruit d'un questionnement, d'une grande liberté, d'une liberté qui exclut les dogmes et qui laisse de côté les tabous. Alors aujourd'hui, il est vrai que cette science qui est présente un peu partout dans le monde, en fait, n'a pas été, la science moderne n'est pas le fruit du travail de savants du monde musulman, à part quelques exceptions. Et pourtant, le monde musulman, pendant des siècles, a contribué aux avancées scientifiques. On parle souvent de l'âge d'or, on parle souvent de la maison de la sagesse, Bit el-Hakma. Mon propos n'est pas de vous décrire tout cela, je vais simplement rappeler quelques savants qui m'inspirent en fait. Je vais commencer par Biruni, savant du XIe siècle, originaire d'Ouzbékistan, actuel Ouzbékistan. Biruni, on l'appelait le maître, et il était un savant qui s'intéressait en fait à tout. Il s'est intéressé à l'astronomie, mais il s'est intéressé aussi à la botanique, et il connaissait très bien un grand nombre de langues, l'arabe, le persan, le sanskrit également, et il s'est intéressé tout aussi bien au monde de l'Inde à l'époque et à tous les travaux de l'Antiquité grecque. Et à partir de là, en fait, pourquoi je parle de ces deux mondes, c'est qu'il s'est interrogé sur la position de la Terre dans ce monde.
sur les mouvements possibles de la Terre. Et il a analysé en fait le travail qui a été réalisé par l'hindou Aryabhata, un astronome hindou du 5e siècle, qui a pensé que la Terre tournait autour d'elle-même. Donc il y avait déjà en Inde cette notion présente de rotation de la Terre autour de son axe. Et donc pour Biruni, la Terre n'était pas complètement fixe, mais une autre question se posait. Peut-être tournait-elle autour de son axe, mais peut-être aussi la Terre peut-être tournait autour du Soleil. Et donc, cette interrogation, en fait, lui est venue, bon, elle existait dans l'Antiquité grecque, et tout le monde sait que Aristarque, donc, avait proposé une vision du monde qui n'a pas été retenue, c'est-à-dire que la Terre, en fait, est mobile et elle tourne autour du Soleil. C'était plus de 2 siècles avant notre ère. Alors, pour Biruni, en fait, il n'a pas fait d'études approfondies sur la question des mouvements possibles de la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est le raisonnement qu'il a tenu. Parce que pour lui, le fait de soutenir que la Terre pouvait se déplacer, que les cieux étaient fixes, en fait, cela ne compromettait en rien la signification de l'astronomie. Pour lui, les phénomènes de caractère astronomique peuvent tout aussi bien s'expliquer en vertu d'une théorie ou d'une autre, l'une posant que la Terre est fixe et l'autre posant au contraire le fait que c'est le Soleil qui est fixe et la Terre tourne. Mais en fait, il n'alla pas plus loin que cette réflexion. Et ce que l'on retient au niveau de l'astronomie ou au niveau de ce que toute l'attention que Biruni a portée sur la planète Terre, c'est qu'il a mesuré la circonférence, il a calculé en fait la circonférence de la Terre, et son résultat est absolument remarquable puisqu'il ne se trompe que de 110 km par rapport aux mesures actuelles. Donc, on peut retenir quand même un travail extrêmement intéressant et une réflexion intéressante. Le deuxième savant dont je voudrais vous parler, au niveau toujours dans le domaine de l'astronomie, c'est Ibn al-Haytham, 10e, 11e siècle, dit Alhazen pour les latins. Alhazen était mathématicien, physicien, et il est né à Bassora. Et un de ses grands ouvrages que l'on retient, c'est son ouvrage sur Ptolémée qu'il a intitulé « Doute sur Ptolémée ». Alors dans cet ouvrage, il s'interroge en fait et il relève un certain nombre de contradictions dans les écrits de Ptolémée. Mais malheureusement, je dis malheureusement pour le monde musulman, parce qu'on a toujours envie d'être à l'origine des grandes révolutions, malheureusement, il n'a pas remis en cause en fait le géocentrisme. Et si l'on retient aujourd'hui ce grand savant, c'est surtout parce qu'il a révolutionné la vision que l'on a du rayon lumineux, de la lumière, puisque Alhazen est le père de l'optique. Et c'est lui qui a compris que voilà, la lumière se propageait indépendamment de l'œil. Donc, on pourrait continuer longtemps à décrire les travaux, à montrer que certaines réflexions étaient possibles dans ce monde musulman. Et ce que je voudrais relever en citant juste Alhazen et Biruni, c'est que dans leur interrogation à propos de la Terre et de son mouvement possible, pour Biruni, pour Alhazen, c'est plus l'étude du modèle de Ptolémée. En fait, ce travail n'était pas conditionné par une vision religieuse. Et ça, c'est extrêmement important. On va le voir pour la suite. Alors, ce travail donc des savants n'était pas conditionné par une vision religieuse. Et je voudrais ajouter, je vais un petit peu développer, que
ce qui intéressait à l'époque les philosophes, les naturalistes, etc., c'était aussi le monde du vivant. Et le premier qui a vraiment travaillé sur les animaux, c'est le fameux El-Jahd, donc 8e, 9e siècle. On est vraiment dans les premiers siècles de l'islam. El-Jahd fait partie de l'école des Mu'tazilites, une école rationaliste qui a été très influente dans les 8e et 9e siècles. J'y reviendrai tout à l'heure. Et alors, El-Jahd, dans son livre des animaux, en fait, analyse l'évolution des êtres vivants. Et il remarque les changements apportés dans la vie animale par les migrations, le milieu. Il évoque une évolution des espèces. Il développe la question de l'adaptation à l'environnement, la lutte pour la survie, s'appuyant sur la vaste culture qu'il avait du règne animal. Et ce qui est intéressant, c'est cette conception de l'évolution. On va aller plus loin dans ces terres d'islam. Ça va être repris au Xe siècle par les frères de la pureté, Rouhen Safeh, qui avaient publié une grande encyclopédie philosophique et religieuse, les Épîtres des frères de la pureté, et qui ont présenté une chronologie de l'apparition des êtres vivants. Donc vous voyez que déjà, il y a cette notion de chronologie d'apparition des êtres vivants. Je m'explique. Donc il considère que d'abord il y a les plantes, puis les animaux, ceux qui ont une organisation et une morphologie complète comme ceux qui s'accouplent, qui ont une gestation. Enfin, ceux dont l'organisation est imparfaite, comme ceux qui se forment dans des lieux en fermentation. Il parle des insectes, des animaux, de ceux qui pondent, qui couvent, qui s'occupent des petits. Mais ce qui est très intéressant, c'est la suite, en fait, parce que les frères de la pureté considèrent que, en fait, cette évolution des espèces a eu besoin de temps long. Et ils ajoutent pour des raisons qui nécessitent de longues explications. Donc vous voyez qu'on est déjà dans l'explication d'un processus d'évolution des êtres vivants qui a besoin de temps long, et nous savons aujourd'hui à quel point c'est important, et la question de la durée de ce qu'est la Terre aujourd'hui, de ce qu'est le système solaire, est extrêmement important dans la compréhension de l'apparition de la vie sur Terre. Alors, les frères de la pureté parlent déjà du fait que les animaux aquatiques sont apparus avant les animaux terrestres et que tous les animaux préexistent à l'homme parce que tous sont ici-bas pour l'homme et pour ses besoins, et que toute chose qui existe pour les besoins d'une autre lui préexiste. Alors, je ne vais pas m'arrêter aux frères de la pureté, je voudrais continuer pour dire qu'en fait, au XIe siècle, Ibn Miskawi, philosophe iranien, continue cette étude de l'évolution des êtres vivants, et il propose une théorie encore plus précise où il parle du fait que donc, la vie végétale était la phase inférieure de l'évolution. Alors il précise pour les végétaux que la première étape est atteinte dans la vigne et le dattier, où apparaît une nette distinction des sexes et constitue un prélude à la vie animale. Ensuite, on passe à la phase de l'animalité. La perfection, c'est le cheval au sein des quadrupèdes et le faucon pour les oiseaux. Et on arrive enfin à la frontière de l'humanité chez le singe qui est 1 degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Voilà ce que disait Ibn Miskawi donc au XIe siècle. Et cette notion d'évolution, en fait, va être précisée par la suite au XIVe siècle. C'est Ibn Khaldoun, le grand historien, celui qu'on appelle le père de la sociologie. C'est un maghrébin, nous le revendiquons bien sûr. Et Ibn Khaldoun reprend donc cette conception de l'évolution qui va du simple au complexe. Et il donne une vision du monde dans ses fameux prolégomènes, le Muqaddima,
où il parle d'un ordre et d'une organisation, des liens entre les causes et les effets, une continuité entre les mondes créés, une transformation de certains êtres en d'autres. Et pour Ibn Khaldoun, le monde commence avec les minéraux, s'élève graduellement de manière admirable jusqu'aux végétaux, puis aux animaux. Et pour lui, le mot continuité, appliqué à ces êtres créés, signifie que le dernier niveau de chaque groupe est parfaitement préparé à devenir le premier niveau du groupe suivant. Alors, il continue, poursuit sa description, le processus graduel de la génération et aboutit à l'homme doué de pensée et de réflexion. L'homme s'est élevé jusqu'à ce niveau à partir du monde des singes où se rencontrent intelligence et perception, mais qui n'arrive pas jusqu'à la réflexion et à la pensée en acte. Cela se trouve dans le premier niveau de l'homme qui vient après le monde simiesque. Fin de citation. Alors voilà, ces grandes personnalités qui ont marqué le monde musulman, El-Jahd, 8e, 9e siècle, Ibn Miskawayh, 11e siècle, Ibn Khaldoun, 14e siècle, vous voyez qu'ils nous proposent déjà une vision du monde vivant très intéressante, cette continuité entre les mondes créés, une transformation de certains êtres en d'autres, un processus graduel qui aboutit à l'homme. Et cette vision du monde vivant est déjà une vision scientifique. Ils s'interrogent sur la nature, ils observent, ils analysent, ils déduisent. On aurait pu s'attendre à ce que cette réflexion sur l'évolution du vivant se poursuive dans le monde musulman. Mais nous savons que ce ne fut pas le cas. Et le premier à le constater et à le dire et à l'écrire, c'est encore une fois Ibn Khaldoun, qui donc note le déclin des sciences rationnelles déjà en Maghreb au XIVe siècle. Et peut-être que certains connaissent ce fameux passage où il écrit « Lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et l'Andalous, et que le déclin de la civilisation entraîna celui des sciences, les sciences rationnelles disparurent, à l'exception de quelques vestiges qu'on peut rencontrer encore chez un petit nombre de personnes isolées soumises à la surveillance des autorités de la Sunna. Les autorités de la Sunna, c'est-à-dire de l'islam sunnite, ce sont les ulémas, docteurs de la religion, et les fuqaha, docteurs de la loi, qui ont peu à peu imposé une vision orthodoxe, aujourd'hui malheureusement dominante, où l'islam est vérité et où la certitude est le capital de la foi. Un mode de pensée à l'opposé de l'Jahd, dont je parlais tout à l'heure, le précurseur dans la compréhension de l'évolution des êtres vivants, et le Jahd qui disait « Le doute comporte des degrés, tabaqat, mais il n'existe pas de consensus sur le fait que la certitude aussi comporte des degrés, des niveaux hiérarchiques plus ou moins forts ou faibles. » Et je disais tout à l'heure que le Jahd, ce propos ne nous étonne pas, parce que le Jahd a fait partie donc de ces théoriciens mu'tazilites qui attribuaient à la raison une place dominante. Donc nous sommes au 8e, 9e siècle, à l'opposé de ceux qui étaient attachés aux hadiths, les hadiths, c'est-à-dire les actes et dires du prophète, et qui ont été consignés bien après la mort du prophète, entre le 8e et 9e siècle. Malheureusement, les gens du hadith l'emportèrent, et c'est leur point de vue qui dominera le monde sunnite jusqu'à aujourd'hui. Donc on connaît l'histoire des sciences dans le monde musulman, le déclin des sciences rationnelles dont parlait Ibn Khaldoun, qui a touché peu à peu les autres pays d'islam, et le dogme fit taire les voix des savants, alors que l'Europe s'en libérait au XVIe et XVIIe siècle. On en a longuement parlé depuis 3 jours. Oui, on a parlé de Copernic, qui fait perdre à la Terre sa position centrale,
Galilée qui ose pointer sa lunette vers le ciel et qui consacre une rupture en montrant que le monde sublunaire est loin d'être parfait. Kepler qui rompt aussi avec le point de vue qui existait alors, où on pensait que les orbites étaient circulaires, c'était la perfection. Bien sûr, Kepler introduit les orbites elliptiques. Et enfin, Newton donne une cohérence à tout cela avec sa théorie de la gravitation universelle. Alors, cette histoire de la pensée est passionnante, elle me passionne, elle vous passionne aussi. Et nous avons eu le bonheur d'apprécier quelques moments au cours de ces 3 jours, 4 jours. Malheureusement, nous savons aussi que la science peut être détournée par des courants religieux ou politiques, et cela, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde occidental, comme l'ont montré les débats qui ont eu lieu. Les créationnistes anglo-saxons refusent la théorie de l'évolution biologique. Ils affirment leur attachement à la Bible, une lecture littérale de la Bible surtout, à la création de l'homme il y a 6000 ans, donc la Terre aussi. Il lui donne une histoire de 6000 ans, donc avec le point de départ de la création de tous les êtres vivants. Alors, je ne vais pas refaire l'étude du créationnisme, mais je voudrais simplement vous donner une idée de ce que peut être aujourd'hui, pour certaines organisations créationnistes, le discours. Depuis les années 60, aux États-Unis, il y a un discours qui cherche à montrer qu'il y a en fait une conciliation entre la science et la religion. Donc c'est le discours du christianisme évangélique à propos de la science. Alors je vais citer une organisation qui est la Creation Research Society, qui est constituée par des scientifiques, qui édite un journal de recherche, des recherches qualifiées d'originales, relatives à la réinterprétation des données scientifiques à la lumière des textes bibliques. Alors, ce qui est remarquable, c'est ce qu'ils écrivent et ce qu'ils imposent aux chercheurs qui vont s'engager dans ces activités, qui doivent souscrire une déclaration qui dit notamment, je cite, « La Bible est la transcription de la parole de Dieu, et comme nous croyons qu'elle est totalement inspirée par lui, toutes les assertions qu'elle contient dans tous les textes originaux sont scientifiquement et historiquement exactes. Pour un étudiant en sciences naturelles, cela signifie que le récit des origines donné par la Genèse est la simple présentation de faits historiquement exacts. » Fin de citation. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le créationnisme américain. Denis Lacorne, hier soir, rappelait le fameux procès du singe, donc aux États-Unis en 1925, et le rôle important que jouent les associations américaines de défense des droits civiques. Mais je voudrais continuer sur ce détournement de la science par ces mouvements-là pour passer à l'Europe. Et en fait, il y a eu, au cours des débuts des années 2000, des tentatives créationnistes, mais qui ne sont pas passées inaperçues. Le Conseil de l'Europe a réagi par un rapport extrêmement intéressant, en 2007, qui affirme le rôle de la science, du savoir que la science confère, et qui ne peut être arbitrairement attaqué. Et en fait, ce rapport réagissait à l'envoi massif du fameux Atlas de la création, envoyé par le prédicateur turc Adnan Oktar, alias Harun Yahya, qui a envoyé cet ouvrage pesant 7 kilos, montrant que toutes les espèces qui existent aujourd'hui étaient présentes depuis la création. Et l'exemple de ce créationniste turc est vraiment caractéristique de l'imprégnation aujourd'hui
de ces thèses créationnistes évangéliques dans le milieu musulman. C'est un phénomène qui s'est développé particulièrement à partir des années 1990. Donc, où on propose un créationnisme musulman, où on propose le discours créationniste, mais avec une différence quand même, c'est que on reconnaît quand même le Big Bang, c'est-à-dire les 13 milliards d'années, et donc, à l'exception de la longue histoire de la Terre, le discours est tout à fait comparable à celui des créationnistes américains. Alors on peut s'interroger, quand on a vu Jehd et d'autres savants parler d'évolution, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, on puisse revendiquer donc ces thèses créationnistes. Malheureusement, les sciences ont disparu des terres d'islam et ce déclin de la science en pays musulmans a duré plusieurs siècles. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on réalise qu'il fallait sortir des ténèbres et que la science devrait retrouver sa place dans les pays musulmans. Mais comment expliquer en fait le déclin ? Je pose la question, mais je ne vais pas, dans ce cadre-là, y répondre parce que les causes sont multiples. Elles sont d'ordre économique et puis elles sont d'ordre aussi religieux, bien sûr. Beaucoup de penseurs, de philosophes, d'historiens ont analysé ce déclin, proposent des explications et c'est vraiment un sujet de réflexion qui se poursuit. Et alors, il se poursuit parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que nous vivons en pays musulmans, c'est un face-à-face entre deux tendances. L'une, résolument engagée dans la modernité, l'adhésion aux valeurs universelles, et l'autre, accrochée à un passé idéalisé et sacralisé, attachée à une vision dogmatique de la religion. Et cette tendance dogmatique se déploie aujourd'hui avec les moyens technologiques qui sont absolument extraordinaires pour la communication, que ce soit les télévisions, les réseaux sociaux, l'Internet. Et en fait, l'utilisation de ces moyens technologiques donne à cette tendance qui est plutôt donc dans le passé, on va dire, sacralisé, ça lui permet d'avoir une sorte de vernis moderniste. Mais ça n'est qu'un vernis. Alors, je vais essayer de vous proposer d'expliquer dans le discours que ces fondamentalistes proposent quels sont les postulats. Je vais en développer deux. Le premier, donc sur lequel se base le discours religieux contemporain, c'est l'affirmation d'une vérité unique, celle de la révélation. Le deuxième postulat, c'est l'affirmation d'une cause unique. Il n'y a qu'une cause première, il n'y a pas de cause seconde, donc il n'y a pas de causalité. Alors ces deux postulats nous permettent de comprendre l'attitude à l'égard de la science que je développerai tout à l'heure, qui est prônée par les nouveaux gardiens de l'islam. Ce ne sont pas les ulémas, ce sont des prédicateurs, mais ce sont aussi des hommes politiques, ce sont les promoteurs de l'islam politique et de l'islam rigoriste. Que disent-ils ? La vérité est dans le Coran et la Sunna. C'est une conception de la vérité, en fait, qui appartient à la tradition sunnite orthodoxe, dominante depuis le Xe siècle. Je parlais des Mu'tazilites tout à l'heure, et les Mu'tazilites, c'était 8e, 9e siècle. Et peu à peu, s'est imposée donc cette vision sunnite orthodoxe, dont le mot-clé est d'abord la certitude. La certitude qui est prônée donc par les nouveaux gardiens de l'islam
Et ce qu'il faut absolument noter, c'est que ces nouveaux gardiens de l'islam, pourquoi je les appelle ainsi, c'est parce que, en fait, ils disposent de moyens considérables, je le disais à présent, mais ces moyens considérables, en fait, leur donnent une visibilité absolument extraordinaire. Et on a vu venir dans les années 90 des stars médiatiques qui s'exprimaient dans les télévisions satellitaires des pays du Golfe, à un moment où beaucoup de pays arabes, dont la Tunisie, en fait, souffraient de liberté et où les télévisions nationales ne proposaient que le discours censuré et le discours des gouvernants, d'où le succès de ces télévisions satellitaires. Et c'est là où il y a problème, parce que qu'est-ce que l'on met en avant? Je vais citer un des prédicateurs les plus connus, Youssef al-Qaradawi, donc devenu célèbre parce qu'il a commencé donc à s'exprimer sur la chaîne El Jazeera, la chaîne qatari, et il dit « La religion est science et la science est religion ». Donc on est bien loin de l'jihad qui relevait la force du doute et de ses degrés face à la faiblesse de la certitude. Mais malheureusement, aujourd'hui, de nombreux écrits et sites Internet proposent un discours où il n'y a pas de place pour la raison, c'est la certitude qui est reine. Et la raison n'est pas mise en avant parce qu'elle peut être dangereuse, évidemment, pour le croyant. Et la raison ne peut pas être conçue en dehors de la vérité de la révélation. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'un certain nombre d'étudiants pensent malheureusement aujourd'hui. Donc, la raison entraîne le risque de perdre la foi et on peut s'interroger sur l'origine de ce discours, en fait. Parce que, je disais tout à l'heure, ce discours, c'est un discours qui circule sur Internet de manière assez visible et qui se base sur un penseur du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, qui a été qui est le maître à penser des Wahhabites, donc de cet islam rigoriste soutenu en Arabie saoudite. Alors pour Ibn Taymiyyah, la raison est réduite à une seule fonction, celle de convaincre que tout ce qui vient du prophète est vérité, car le prophète est source de tout le savoir et le témoignage de ses compagnons n'est pas non plus contestable. Ibn Taymiyyah ajoute « La certitude du texte ne peut être ébranlée par l'action incertaine de la raison humaine, toujours faillible par ses remises en cause. Non seulement la raison ne peut conduire à aucune connaissance certaine, mais elle produit la divergence et fait naître le trouble. » Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans la fermeture totale dans ce discours donc, qui est véhiculé aujourd'hui au XXIe siècle. Alors on peut s'interroger, est-ce que depuis que la science a disparu dans le monde musulman, est-ce qu'elle n'est jamais revenue? Mais oui, elle est revenue dans ce fameux XIXe siècle qu'on appelle Narda, le siècle de la Renaissance. Et dans ce XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'avancées un peu partout dans le monde musulman. Alors je voudrais citer une figure marquante de cette période donc, de Renaissance. C'est en Inde, Sayyid Ahmed Khan, donc, c'est une figure importante du réformisme musulman en Inde. Et il est convaincu, donc ce Ahmed Khan est convaincu de la nécessité d'un renouveau de la théologie musulmane qui est fondée sur la raison critique. Il croit à la science moderne et Ahmed Khan, justement, considère que le Coran est un miracle religieux, mais ne peut être utilisé pour considérer que la science existe dans le texte coranique. De plus,
Autre point fort des écrits d'Ahmed Khan, donc on est au XIXe siècle, Darwin publie son texte de l'origine des espèces et Ahmed Khan considère que cette théorie de l'évolution de Darwin est extrêmement intéressante et il l'accepte. Une attitude qui est évidemment bien différente des fondamentalistes d'aujourd'hui. Et je vais le développer tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais définir le deuxième postulat. Il concerne la causalité. Et dans ce discours religieux contemporain, il n'existe dans l'univers ni principe de causalité entre les phénomènes, ni loi naturelle. Tout procède de la volonté divine, libre et créatrice. Donc Dieu gouverne tous les événements sur Terre. Et alors, je reviens à Qaradawi, donc ce prédicateur, parce qu'il a traité de tous les sujets. Il disait donc la religion est science, la science est religion. Il traite de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais là, ce qu'il dit à propos de la science et du savoir est extrêmement intéressant et je vais le citer. Il écrit « La laïcité concorde avec la pensée occidentale qui considère que Dieu a créé le monde puis l'a abandonné et que sa relation avec lui est celle d'un horloger avec la montre qu'il a fabriquée puis laissé marcher indépendamment de lui. » Cette conception, toujours écrit Qaradawi, est héritée de la philosophie grecque, celle d'Aristote surtout, chez lequel la divinité laisse l'univers à lui-même, à la différence de notre conception, à nous musulmans, pour lesquels Dieu est le créateur de l'univers, le souverain du royaume, l'ordonnateur des choses, celui qui connaît tout. Alors, dans ce propos, en fait, Qaradawi défend une thèse qui date du 9e, 10e siècle, qui est la thèse acharite, et qui représente l'orthodoxie sunnite. Que dit-elle ? Tout y dit même d'une norme intérieure à un être, d'une nécessité interne, est exclue. Notre volonté est conditionnée par Dieu et ne peut être que par sa volonté. Pas une feuille, pas une graine ne tombe au fond des sillons. Pas une action n'est accomplie sans que Dieu ne le sache à l'avance de science certaine. Donc, voilà la thèse acharite qui a été par la suite adoptée par le théologien sunnite, Razeli, bien connu, donc au XIe siècle, qui va poursuivre dans le dogme de l'absolue liberté de la volonté divine, qu'il oppose à une nature qui serait régie par des lois. Et alors, pour Razeli, tous les phénomènes naturels représentent un ordre fixé par Dieu. Il ne saurait y avoir de loi de la nature. Alors, je le cite, à propos des astres, il dit « Le soleil, la lune, les astres, les éléments sont soumis aux ordres divins, rien en eux ne saurait agir spontanément. » Ça, c'est dans son ouvrage « Erreur et délivrance ». Donc, une conception de la nature, malheureusement, qui va laisser son empreinte et dominer la culture du monde musulman. Pourtant, Razeli donc écrit cela au XIe siècle, mais il y a eu une réponse à Razeli. Cette réponse bien connue, c'est celle du philosophe d'Andalousie, Ibn Rushd, Averroès pour les latins, donc qui, à un siècle de distance, répond à Razeli par un livre qui s'appelle « Autodestruction de l'autodestruction ». Il répondait donc au livre de Razeli qui s'appelait « L'incohérence des philosophes ». Alors, bien sûr, pour Averroès, ceux qui récusent la causalité craignent, en reconnaissant les causes naturelles, d'admettre
qu'elles fussent à l'origine du monde. Et pour lui, donc pour Averroès, ce sont les causes secondes qui gouvernent le monde. Dieu n'est que cause première, il n'est pas cause unique. Et bien sûr, la science, l'étude de la nature, etc., c'est découvrir les causes. Et la pensée d'Averroès est extrêmement importante puisque pour lui, donc, découvrir la causalité, c'est vraiment découvrir la science et la connaissance. Alors, lorsqu'on parle de causalité, je ne résiste pas au plaisir de me référer à Darwin, qui a bien parlé aussi de cette causalité et des lois de la nature. Donc, pour Darwin, bien sûr, la causalité est incontournable dans la recherche de la compréhension de la nature. Et il le rappelle dans une des lettres qu'il adresse lorsqu'il avait publié donc, L'origine des espèces en 1859. Et donc, il écrit un certain nombre de lettres à des collègues, des amis, pour défendre ses arguments en faveur de la sélection naturelle des espèces. Et je vous lis un petit bout d'une de ces lettres, où justement, qui est très éclairant sur l'état d'esprit dans lequel il était à cette époque-là, et où il s'exprime justement sur la question importante de la causalité. On peut opposer à mes idées tant de solides et valides arguments qu'il vous sera facile, à vous ou à tout autre, d'avoir la conviction que je suis totalement dans l'erreur, bien que je ne puisse discerner en quoi je me trompe. Je crois que lorsqu'on a prouvé pour la première fois que les éclairs et le tonnerre sont dus à des causes secondaires, quelques personnes ont pu regretter d'avoir abandonné l'idée que chaque sillon de feu était allumé directement par la main de Dieu. Fin de citation. Alors, le refus de la loi de la causalité reste très présente aujourd'hui. Je citais Qaradawi, qui oppose donc la conception occidentale, héritée de la philosophie grecque, celle d'Aristote surtout, à celle des musulmans. Donc, pour Qaradawi, je reprends, pour les Occidentaux, Dieu a créé le monde et l'a abandonné, alors que pour les musulmans, Dieu est le créateur de l'univers, le souverain du royaume, l'ordonnateur des choses. Alors, ce rattachement des phénomènes à un principe créateur est extrêmement important dans le discours actuel. Et on va voir tout à l'heure les conséquences. Et je voudrais me référer à un penseur égyptien, Nasser Hamid Abou Zied, qui a bien analysé le discours religieux contemporain et cette manière d'ancrer Dieu dans la réalité physique. Et il écrit ce qui reste aujourd'hui dans le monde arabe, c'est une croyance dangereuse qui domine le discours religieux, donc dans la culture arabe, selon laquelle le feu ne brûle pas, le couteau ne coupe pas, et Dieu est le sujet agissant derrière toute cause. Alors, pourquoi c'est important de rappeler ces fondements ? Parce qu'en fait, ce qui va s'en suivre, c'est l'attitude par rapport à la science, que je pourrais décrire en deux parties. La première, c'est le fait que la science est récupérée. Elle est récupérée dans une manière concordiste, c'est-à-dire qui considère que toute la science moderne existe dans le Coran. Alors je dis toute la science moderne, pas toute la science moderne, celle qui est acceptable. Et bien sûr, la théorie de l'évolution ne fait pas partie des théories acceptables et c'est ce qui est à l'origine du créationnisme musulman. Alors comment se manifeste cette récupération de la science? Elle se manifeste à travers ce qui est appelé les miracles scientifiques du Coran. Et le point de départ de cette thèse, c'est
un ouvrage qui aujourd'hui est encore très, très lu, qui est traduit dans toutes les langues. C'est l'ouvrage de Bucaille, donc qui est paru en 1976, qui s'intitule « La Bible, le Coran et la science, les Écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes ». Alors que dit l'auteur, qui était médecin français, converti à l'islam, et qui a exercé en Arabie saoudite pour le roi Faisal d'Arabie, bon, peut-être qu'en gratitude de ses services, voilà, il a développé donc une interprétation coranique et il a publié donc le résultat de ses réflexions dans cet ouvrage. Il traite le fait que tous les sujets actuels de la science sont traités dans le Coran. La création, l'astronomie, toutes les questions concernant la terre, les montagnes, etc., le règne animal, le règne végétal, la reproduction humaine et même la conquête spatiale. Et Bucaille oppose le Coran à la Bible, où l'on trouve, dit-il, de monumentales erreurs scientifiques. Il considère que les énoncés scientifiques contenus dans le Coran apparaissent comme un défi à l'explication humaine. Il témoigne de sa provenance divine, de son caractère miraculeux, puisque, alors là je le cite, un habitant de la péninsule arabique a pu, au temps où en France régnait le roi Dagobert, posséder une culture scientifique qui aurait dû, pour certains sujets, être en avance d'une dizaine de siècles sur la nôtre. Fin de citation. Donc voilà le livre de Bucaille, donc, qui est toujours d'actualité. Et depuis donc, ce milieu des années 70, beaucoup d'autres ont écrit sur la question. Et c'est une thèse, donc cette thèse des miracles scientifiques du Coran est très largement développée sur Internet. Et malheureusement, alors on peut s'interroger sur les conséquences, et malheureusement, les jeunes sont effectivement très séduits par cette manière, en fait, de considérer que la science d'aujourd'hui, eh bien, en fait, elle était déjà découverte il y a 14 siècles, et donc cette science que l'on dit occidentale, en réalité, était déjà dans la source coranique. Alors, on va développer donc dans les sites internet le fait que certains versets signifient la théorie du Big Bang, qu'ils éclairent sur la théorie du Big Bang, proposée donc au milieu du XXe siècle. Et alors, on met en avant le fait qu'il y a donc plusieurs siècles, un arabe illettré vivant dans le désert, voilà, avait déjà parlé de ce Big Bang et de l'expansion de l'univers. Et certains sites, par exemple le site islamfrance.free.fr, met en avant un prédicateur, Ahmed Didat, qui met en scène, alors c'est une véritable mise en scène, où vous avez donc l'homme de science d'un côté, et puis de l'autre côté, évidemment, cet arabe illettré qui, sous l'inspiration de Dieu, avait déjà prévu les trous noirs et toute cette connaissance que l'on a aujourd'hui de l'univers. Alors, je pourrais citer beaucoup d'exemples de ce type, mais je n'aimerais pas trop leur faire de publicité, mais il faudrait voir à quel point donc, ces sites concordistes nous entraînent dans un véritable tourbillon de coïncidences. Que nous propose-t-il? Que des bouts de science? Nous propose-t-il des explications? À aucun moment il n'y a véritablement de science, et c'est ça qui est absolument inquiétant. Et ils conduisent en fait à l'idée que nouvelle, je parlais tout à l'heure d'Ahmed Khan qui parlait du Coran en tant que texte religieux qui est un véritable miracle, mais ce qui est présenté dans ces sites, c'est le fait que le Coran n'est pas seulement un miracle religieux, c'est aussi
un miracle scientifique de la part d'un prophète, un homme illettré, ne sachant ni lire ni écrire. Et ça, c'est une thèse qui est développée et partagée par un certain nombre de musulmans, mais je voudrais ajouter pas tous les musulmans, et c'est justement un grand sujet que les historiens ont traité. Le prophète était-il un homme illettré, ne sachant ni lire ni écrire? Et ils y ont répondu de manière très intéressante. Je vous incite à les lire. Alors, ces miracles scientifiques du Coran sont aussi développés par en fait, des institutions. Je vais en citer une qui est basée en Arabie Saoudite. C'est la Commission des miracles scientifiques du Coran et de la Sunna. Donc, c'est l'Arabie Saoudite qui finance cette commission créée en 1983 et qui, initialement, était dirigée par un certain Zendeni, un cheikh yéménite, qui depuis n'est plus en Arabie Saoudite. Et j'ajoute que Zendeni est le défenseur du radicalisme islamiste au sein de la formation Al-Islah, responsable de l'université religieuse El-Imen à Sanaa, au Yémen. Alors, Zendeni, ce qu'il faut relever, c'est que pour développer donc, ces miracles scientifiques du Coran, il s'est appuyé sur les points de vue d'occidentaux. Vous voyez qu'on rejette l'Occident, on rejette la culture occidentale, mais on utilise en fait certains scientifiques occidentaux pour appuyer ce point de vue concordiste. Et Zendeni avait réussi à attirer Keith Moore, professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université de Toronto, auteur d'un manuel d'embryologie très connu et très apprécié. Mais Moore s'est prêté malheureusement à ce jeu-là, et donc il montre dans ses écrits, dans des vidéos, comment les résultats de l'embryologie moderne existent dans le texte coranique, révélant ainsi la nature divine du message du prophète Mohammed. Donc on voit ici ce détournement de la science et de la religion, mais qui profite de moyens considérables. Et là, je voudrais vous continuer sur ce texte, cette commission des miracles scientifiques du Coran, par une expérience que j'ai vécue en 2013. En 2013 a eu lieu en Tunisie le Forum social mondial, un événement extraordinaire et qui a eu pour théâtre le campus universitaire d'El Manar. Et dans ce campus, donc, où se trouve la faculté des sciences de Tunis, où j'ai enseigné de nombreuses années, donc à l'entrée de la faculté des sciences, il y avait un stand bien en vue où on proposait un petit fascicule intitulé « Petit guide illustré pour comprendre l'islam » et qui était gracieusement offert. Alors, ce guide présente les bienfaits de l'islam, les 5 piliers de l'islam, mais pas seulement. En fait, il présente, dans son premier chapitre, des références au fait que la science existe dans le texte coranique et il présente des citations de Keith Moore, donc le scientifique spécialiste d'embryologie, à propos du développement embryonnaire humain, et il présente aussi des commentaires de 6 scientifiques de pays non musulmans, le Canada, les États-Unis, le Japon, la Thaïlande, qui ont contribué à une cassette vidéo qui est souvent mentionnée dans les sites web islamiques, qui s'intitule « This is the truth », la vérité encore une fois, et qui est mise en avant pour donner plus de crédibilité à cette présentation. Alors, cette amplification en fait de cette présentation du texte coranique comme étant un véritable livre de science, malheureusement séduit, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'étudiants
Et j'ai eu l'occasion de discuter avec même des jeunes lycéens pour qui, oui, pourquoi pas, on peut très bien retrouver les trous noirs, l'expansion de l'univers dans le Coran. Mais cette récupération de la science ne vaut pas pour toutes les théories, et en particulier pour la théorie de l'évolution. Alors, là aussi, je vais poursuivre sur mon expérience personnelle, ce que j'ai pu constater, comment, en fait, dans un monde où il a existé des grands penseurs comme Al-Jahd ou Ben Khaldoun, eh bien, on en arrive à adopter les thèses créationnistes. Alors, en 2009, ça a été l'année Darwin, la commémoration donc, du bicentenaire de donc 1859, 2009, oui, 150 ans après la publication de L'origine des espèces. Et je vois sur le mur d'enceinte de la faculté, où il y avait des portraits de savants, le portrait de Darwin barbouillé. Alors pourquoi y avait-il ces portraits de savants? En fait, en 2008, il y a eu une magnifique manifestation scientifique à la faculté des sciences de Tunis, où on a demandé aux étudiants de dresser des portraits hauts de 3 mètres de savants qui ont contribué à la science dans le monde. Donc on y trouve Euclide, mais on trouve Khwarizmi, on peut trouver Fermat, on peut trouver Einstein, Marie Curie, et dans ces portraits qui étaient absolument magnifiques sur le grand mur d'enceinte de la faculté, il y avait aussi le portrait de Darwin. Et malheureusement, en 2009, au lieu de consacrer en fait ce savant, cet homme absolument admirable de science, eh bien, le portrait a été barbouillé. Bien triste vision que celle-là. Alors, ça n'est pas tout, parce qu'en 2009, toujours en Tunisie, mais c'est un exemple tunisien, mais je pense que dans d'autres pays arabes, il a dû se passer la même chose, ou dans d'autres pays musulmans, en Turquie aussi. À l'époque, certains articles, en 2009, sur la théorie de Darwin avaient été censurés. Donc le deuxième élément que je voulais vous donner, c'est la publication d'une revue tunisienne, Réalité, et qui fait un dossier donc sur l'évolution, où on présente 2 points de vue. Celui du mufti de la République, Othman Batir, et celui d'une universitaire. Et contrairement à toute attente, eh bien, je dis contrairement à toute attente, je vous dirai tout de suite pourquoi, le mufti refuse la théorie de l'évolution, alors que, en Tunisie, la théorie de l'évolution fait partie des programmes des lycées publics tunisiens. Et vous voyez que là, en fait, on a une sorte de contradiction, parce que d'un côté, voilà, l'État tunisien, dans son système éducatif, propose donc cette théorie de l'évolution, mais de l'autre côté, celui qui représente l'islam officiel la refuse. Alors, il la refuse, et là, je pense que ceux qui connaissent un peu le mouvement Ennahda aujourd'hui en Tunisie, peut-être ne connaissent pas ce qu'ils ont écrit. Je vais juste faire une petite incursion dans les années 70. C'est à ce moment-là que le créationnisme a commencé en Tunisie. Et dans la revue du mouvement islamiste tunisien, Al-Ma'rifa, ils s'attaquent à Darwin et à Freud. Ils écrivent: le darwinisme fait de nous un sous-groupe de l'espèce des singes. Le freudisme affirme que vous courez durant toute votre vie pour satisfaire vos désirs sexuels et va jusqu'à suggérer que notre discours cache notre aspiration pour une relation sexuelle avec nos mères. C'est là un esprit pervers, une aberration évidente. J'arrête là cette citation, mais on pourrait en citer d'autres. Alors,
finalement, en fait, on peut se dire comment se fait-il que dans ce monde musulman, où très tôt on parlait de l'évolution des êtres vivants, où on s'interrogeait sur la nature, sur les animaux, sur le monde, comment on en est arrivé là et quelle est la base, en fait, de ce discours qui est vraiment dans l'orthodoxie sunnite. La base, en fait, doit être analysée parce que ce que l'on vit dans nos pays, c'est cette schizophrénie, vous voyez, entre le discours moderniste, de la modernité, de la pensée universelle, des valeurs aussi, de liberté, et un discours qui va refuser, en fait, la raison et le doute. Et ça, pour nos jeunes, c'est vraiment une situation assez difficile. Alors, l'origine de cette confrontation, eh bien, elle commence dans le premier quart du XXe siècle avec le déploiement des thèses des frères musulmans, donc ce mouvement qui est né en Égypte en 1928, après la chute du califat. Donc, on se rappelle, Mustafa Kemal Atatürk, 23 mars 1924, donc le califat est aboli. Alors, quelle est la pensée des frères musulmans? Donc, déjà, dans ce début du XXe siècle, ce qu'ils veulent, c'est restituer les valeurs de l'islam à la société qui s'est laissée corrompre par des modes de vie matérialistes, des sociétés industrialisées, européennes ou américaines. Et ils considèrent que le fait d'être attiré par ces théories occidentales, c'est une manière de revenir en fait à la période anté-islamique qu'ils appellent la période de l'ignorance. Et donc, il est essentiel pour eux donc, de restituer les valeurs islamiques. Sinon, qu'adviendrait-il des sociétés musulmanes? On y verrait un individualisme débridé, une déprédation menant au déclin moral social sous l'effet, disent-ils, du poison culturel occidental. Alors, ces arguments donc, des frères musulmans sont très présents dans les discours des fondamentalistes aujourd'hui, des islamistes, de l'islam politique, qui en dérive, et qui est construit, en fait, en grande partie contre les valeurs occidentales. Il me semble important d'en connaître les fondements. Donc, je vais m'y attarder un petit peu et vous parler de le point de départ, c'est-à-dire le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, dont la doctrine est toujours d'actualité. Alors, que dit-il? L'islam est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action, Coran et sabre. Une conception de l'islam qui va en fait constituer la base idéologique d'un mouvement qui a traversé le XXe siècle, qui est aujourd'hui donc très présent partout et qui a dépassé le cadre de l'Égypte, le pays où il est né. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître un peu les théoriciens de ce mouvement, Maududi, et donc qui était indo-pakistanais, et Saïd Qutb, égyptien. Et Saïd Qutb a écrit un ouvrage qui est très très populaire, qui est très lu et très cité aujourd'hui par ces mouvements, et qui s'intitule « Des repères sur la route ». Alors pour lui, rien de ce qui est étranger à l'islam n'est accepté. L'islam satisfait tous les besoins de la vie, qu'ils soient spirituels, matériels, politiques, économiques et sociaux. Il faut rejeter ce qui, en pays d'islam, a mené au doute, à l'athéisme et a entraîné la discorde, comme l'ont fait les conceptions mu'tazilites. Et vous voyez que c'est important de voir que
les frères musulmans donc font référence à ce courant rationaliste dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la pensée mu'tazilite. Alors pourquoi il faut vraiment savoir quel est ce discours, le discours donc de ces théoriciens et d'autres? C'est qu'en fait, ce discours mène à quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire il mène au rejet de l'ensemble du savoir qui n'aurait pas sa source dans l'islam. Donc, il rejette les courants philosophiques, les études qui sont faites un peu partout dans le monde et qui manifestent pour eux une hostilité à la vision religieuse islamique en particulier. Alors je vais citer pour quelques phrases parce que c'est important de voir où est la violence en fait du discours de Qutb. Le mythe de la culture, patrimoine de l'humanité, qui n'a ni patrie, ni race, ni religion, n'est juste que pour les sciences exactes et leurs applications scientifiques, sans qu'on puisse dépasser ce domaine pour atteindre les explications philosophiques de la nature de l'être humain, de ses activités, de son histoire, ni la littérature, l'art et toutes les expressions poétiques. Ce sont certains des pièges de la juiverie mondiale. Fin de citation. Insupportable jugement, mais que nous devons connaître, parce que nous devons savoir aujourd'hui comment nos enfants sont manipulés, comment certains veulent les formater. Et donc, on veut les formater dans un système qui oppose l'islam, le système islamique et la culture occidentale. Et il est dit d'ailleurs dans leur texte que ce que l'on reproche à cette culture occidentale, c'est la rupture qu'a opérée l'Église avec la science. Et le fait que la pensée, comme la raison, ne peut pas être autonome du religieux. Mais il y a aussi la suite, c'est-à-dire le refus de l'héritage culturel universel. Et le refus aussi de l'héritage philosophique rationaliste islamique, donc je parlais tout à l'heure des mu'tazilites, et ce qu'on reproche à cet héritage islamique, c'est qu'il s'est inspiré de la philosophie grecque étrangère à la culture islamique. Alors, connaître ces textes fondateurs du mouvement des frères musulmans est extrêmement important parce qu'on ne doit pas imaginer qu'ils sont oubliés. C'est vraiment la base doctrinale de tous les mouvements politiques aujourd'hui qui se réclament de l'islam politique et que peut-être certains observateurs peuvent considérer comme parti modéré. Bon, je vous laisse juge, voyant déjà quels sont les fondements théoriques, comment peuvent-ils être fréquentables? Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est leur manière de considérer les valeurs auxquelles on croit. En fait, quand ces partis fondamentalistes déclarent leur adhésion aux droits de l'homme, ils font référence non pas aux droits de l'homme universel, mais aux droits de l'homme en contexte islamique. Je m'explique, parce que la différence entre les deux conceptions est de taille. D'un côté, je rappelle l'article 1, Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et de l'autre, la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, qui a été adoptée en 1990 par l'organisation de la conférence islamique. L'article 24 est éclairant. Il ne joue pas sur l'ambiguïté, puisqu'il affirme de manière claire que, je cite, « tous les droits et libertés décidés par la présente déclaration sont liés par les dispositions de la charia islamique ».
Il faut savoir que la charia islamique, c'est le droit musulman élaboré par les hommes de religion, les ulama, les fuqaha, au cours des 3 premiers siècles de l'islam. Donc, refus de l'universalité des valeurs, refus de la culture universelle. L'un et l'autre se manifestent dans leur conception de l'éducation. Et en fait, si je parle d'éducation, bon, nous sommes tous conscients de l'importance du rôle de l'éducation. Et il s'est passé en Tunisie, après la révolution de 2011, 2 années extraordinaires où on a discuté la Constitution, donc les années 2012-2013. Quand je dis extraordinaire, c'est que là, vraiment, on retrouvait une liberté d'expression. Et c'est à ce moment-là que les points de vue adverses se sont opposés. Bien sûr, les uns pour la modernité, pour le droit moderne, pour le fait que la Constitution ne doit pas avoir comme source de droit la charia, c'est-à-dire le droit musulman, et pour les autres, bien sûr, la charia, mais aussi pour les femmes, la complémentarité de la femme par rapport à l'homme. Évidemment, vous imaginez que les femmes tunisiennes, qui déjà avaient un statut moderne depuis 1956, ne se sont pas laissées faire. Donc, nous avons eu l'égalité entre les hommes et les femmes, et là, de ce côté-là, le combat continue. Mais ce qui est intéressant dans ces débats, c'est la question de l'éducation. Il y a un article sur l'éducation et qui a en fait provoqué le débat des derniers moments de la Constitution, donc en janvier 2014. Alors, l'article en question, donc la première partie de l'article, c'est la continuation de la Tunisie qui a, depuis l'indépendance, accordé énormément d'importance à l'éducation des enfants, à l'école publique, au fait que l'école est obligatoire, et effectivement obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, et bien sûr aussi le droit à l'enseignement public et gratuit dans tous les cycles. Et ça, nous y tenons tous, bien sûr, beaucoup. Mais ce qui a été la source de débat, c'est la suite. Alors, de quoi s'agissait-il? La première version de l'article sur l'éducation: l'État agit pour l'enracinement de son identité arabo-musulmane, ainsi que l'ancrage et le soutien de la langue arabe et la généralisation de son utilisation. En plus des termes enracinement et ancrage, qui sont très révélateurs des auteurs donc, de ce texte, il faut ajouter que cette formulation ne propose qu'un regard unidimensionnel, celui de l'identité arabo-musulmane. Et donc, projet de ceux qui veulent enfermer l'enfant tunisien dans le seul regard d'un passé disparu, ou plutôt d'un passé distordu par les visions actuelles de l'islam politique, et qui rejette évidemment tout ce qui a trait à l'universel, mais aussi à la nation tunisienne, pour ne retenir que le référent islamique. Et donc, pour ceux qui connaissent la Tunisie, il n'est pas question de la personnalité tunisienne de ce 19e siècle, où la Tunisie a aboli l'esclavage entre 1842 et 1846, où elle a émis ce fameux pacte fondamental, d'une sorte de déclaration des droits de l'homme en 1857, sa première constitution aussi, 1861, et puis l'ouverture vers les sciences et les langues étrangères, donc dans ce fameux siècle de la Renaissance dont je parlais tout à l'heure. Et puis, pour ceux qui connaissent la Tunisie aussi, on ne faisait pas référence à cette histoire millénaire de la Tunisie. Carthage, bien sûr, retrouver Carthage, et la dimension maghrébine et africaine. Bon, pas de référence donc à tout cela, ni au savoir universel, ni aux langues étrangères, ni à l'histoire. Et donc, les réactions à cette première formulation de l'article sur l'éducation étaient très fortes. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu
l'article sur l'éducation que nous espérions. Bon, dans la Constitution, il y a effectivement des avancées comme la liberté de conscience, c'est magnifique. Je disais tout à l'heure, on a réussi à imposer l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais là, sur l'éducation, la dernière formulation donc, de la dernière partie de l'article parle de l'appartenance nationale dans les jeunes générations et l'ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et la culture des droits de l'homme. Il faut noter l'absence de référence à l'universel. Alors, cet affrontement sur la question de l'éducation est au cœur de l'enjeu politique qui se joue en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays arabo-musulmans. Et je disais, en Tunisie, ce pays donc, qui a commencé sa marche vers la modernité depuis le XIXe siècle et qui, déjà en 1956, donc, avait fait le choix de l'éducation pour tous les enfants tunisiens et qui a créé donc l'université tunisienne en 1958. Et je vais vous citer juste une phrase de l'article, la loi donc portant création de l'université tunisienne en 1958, parce que j'aime beaucoup ce passage, où il est question donc de former les chercheurs et les savants, de leur fournir les voies et moyens de nature à permettre l'épanouissement de leur activité scientifique créatrice. Et voilà, donc vous voyez qu'on passe de ce texte de loi, donc 1958, aujourd'hui, pour certains, à une vision qui pousse plutôt à la fermeture. Et malheureusement, on a pu constater à partir des années 70, 1970, en Tunisie, une intrusion des thèses islamistes à l'université, dans les écoles, dans les lycées, et ça s'est traduit par une islamisation, une certaine islamisation des cours de langue, parce que les exemples choisis sont toujours révélateurs de celui qui les propose. Aussi, modification de la vision de la philosophie, je parlais tout à l'heure de la philosophie grecque, et bien sûr aussi de l'histoire qui était proposée à nos enfants donc dans les années, début des années 80. C'est ce que mes filles ont eu comme cours d'histoire, c'est que l'histoire de la Tunisie commençait vraiment qu'avec l'islam. Alors, c'est important parce que l'école, c'est le reflet, voilà, c'est la société tunisienne en construction. Et on ne peut pas imaginer qu'on puisse proposer à nos enfants une conception unique de la vérité, hein, une vérité avec la vérité de l'islam qui englobe tout, la philosophie, l'histoire, la science, etc., parce que, évidemment, la pensée est dangereuse et elle ne saurait être libre. Alors, il est bien dommage que ce courant, quand même, ait son importance en Tunisie et que, finalement, on cherche à étouffer la pensée libre, on cherche à imposer un certain point de vue, mais je voudrais ajouter, parce que je ne veux pas que mon propos soit compris dans le sens où il n'y a pas d'espoir, au contraire. Je parlais tout à l'heure de ceux qui nous appuyaient dans notre combat intellectuel, mais oui, il y a un combat en Tunisie et effectivement, il y a un affrontement entre deux projets de société, entre deux visions de la science, deux visions du savoir, deux visions de la connaissance. Alors, pour conclure, en fait, ces deux propositions du savoir, c'est l'une enrichie du patrimoine universel, l'autre refusant tout ce qui n'est pas islamique. Alors à ces derniers, en fait, qui sont dans le refus de la pensée universelle, il serait bon de rappeler que l'histoire de la raison n'est pas une histoire purement occidentale. Et ce point me semble important à double titre. D'une part, il faudrait contrer ceux qui veulent imposer cette vision tronquée, un passé sans histoire
écrit le grand juriste tunisien Ali Mezrani, et une fermeture sur le monde. D'autre part, il faut souligner que certains veulent limiter la vie intellectuelle du monde arabo-musulman à la seule maîtrise des sciences profanes, au travail de traduction, un simple travail d'adaptation de la pensée antique. Il ne faudrait pas retirer au monde arabe ce qui lui revient de droit comme de fait, son rôle dans la formation de l'identité intellectuelle de l'Europe. Et là, je cite Alain de Libera, donc professeur au Collège de France, grand spécialiste d'histoire médiévale, qui écrit cela dans son ouvrage « Penser le Moyen-Âge ». Et Alain de Libera conclut sur ce point. La simple probité intellectuelle veut que la relation de l'Occident à la nation arabe passe aujourd'hui par la reconnaissance d'un héritage oublié. Plaider pour la reconnaissance d'un héritage oublié par les uns et par les autres. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Il fait partie du travail que nous devons engager pour faire face au retour du dogmatisme, pour s'impliquer dans la bataille intellectuelle, pour défendre l'autonomie de la pensée, un beau programme à partager entre les deux rives de la Méditerranée et qui permettrait de redonner confiance à tous nos jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous me donnez beaucoup de courage. Eh bien, vos applaudissements ont tout dit, je ne dirai pas davantage. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Il me revient maintenant, suivant une habitude qui est chère à quelques-uns d'entre nous, il nous revient, je le ferai au nom du Conseil scientifique, de vous dire quel sera le sujet de l'année prochaine. Et quelqu'un différent, que vous soyez les uns et les autres, à cette curiosité, je sais que vous aurez la courtoisie de m'entendre jusqu'au bout. Vous savez en effet que j'ai l'habitude d'aller droit au but à cet égard. Cela fait partie aussi de nos rituels. Et vous savez à quel point je suis hostile à toute idée de circonlocution qui retarderait le moment où vous allez savoir ce que notre sagesse, notre réflexion, notre amitié aussi a pu progressivement élaborer, vers où nous a conduit cette communauté de réflexion et de travail qui est propre à ce conseil scientifique vraiment hors de pair. Bref, je détesterais vous faire attendre davantage. Et je vais par conséquent, sans détour inutile, vous dire quel est le sujet de l'année prochaine. Ce sera la puissance des images. Nous avons en effet pensé que la puissance des images pouvait, à partir de beaucoup de préoccupations contemporaines, nous donner le moyen, l'occasion d'aller chercher très loin en arrière dans le passé. Nos spécialistes de l'Antiquité nous l'ont confirmé. Des sujets de réflexion qui nous conduiront à considérer non seulement les effets des progrès que nous avons éclairés
cette année sur la diffusion des images jusqu'aux nouvelles technologies, mais aussi ce que la liberté démocratique et, madame, la volonté civique, en dépit de quelques malheurs potentiels et de quelques forces de l'obscurantisme, ce que la puissance des images peuvent vouloir dire. Elle a servi, cette puissance, les causes les plus diverses. Je pense que nous le vérifierons. Elle s'est fait l'esclave de beaucoup de totalitarisme et en même temps, elle a aidé à ce que les lumières se répandent. Nous retrouverons la religion, bien sûr. Nous trouverons beaucoup d'autres thèmes. Je vous laisse, je suis sûr que vous me le pardonnerez, réfléchir tout seul, comme des grands, à la dimension que nous considérons comme majeure de ce sujet-là. Vous avez naturellement 24 heures pour nous maudire, et même un an, mais quelque chose me dit qu'autour de ce thème, que nous considérons comme stimulant, comme important et même comme beau, nous aurons à nouveau le plaisir de nous retrouver l'année prochaine et que peut-être à nouveau nous aurons, le Conseil scientifique, à vous dire la gratitude que nous éprouvons à vous voir ainsi rassemblés, avec tant de curiosité, tant d'adhésion à notre projet et tant d'affection partagée. Merci d'être ce que vous êtes, merci d'être ici. À l'année prochaine.